En France, son nom restera à jamais associé à l'obtention du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Mais Simone Veil, sans qu'on le sache toujours vraiment, a mené tout au long de sa vie bien d'autres combats, avec pour point commun le respect de la dignité humaine. Voilà ce qui est donc venu nous rappeler à l'instant ce documentaire réalisé par Caroline Dussin, écrit par Dominique Misica. Et nous allons bien sûr y revenir maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc. Dominique Misica est avec nous. Pour commencer, bienvenue à vous. On vous a vu dans ce documentaire. Vous êtes donc l'auteur de ce film aux côtés de Caroline Dussin pour la réalisation. Vous êtes historienne et vous êtes l'autrice, entre autres, de ce livre, Les Inséparables, Simone Veil et ses sœurs. On en dira peut-être un mot tout à l'heure, édité aux éditions du Seuil. On va revenir, et bien évidemment, sur ce parcours vu par Dominique Misica. Avec ces formes d'engagement qui sont, c'est vrai, assez mal connues et qu'on a découvert avec ce film de la part de Simone Veil. On va le faire avec Maurice Safran. Bonjour à vous, Maurice Safran. Vous êtes journaliste, et écrivain, éditorialiste au magazine Challenge, et vous avez notamment dirigé l'hebdomadaire Marianne, c'est en 2008 et 2013. Et nous vous devons, entre autres, en lien avec cette émission, Simone Veil, Destin, toujours disponible aux éditions J'ai lu. Enfin avec nous, Nicole Gage. Bienvenue à vous. Vous êtes avocate, ancienne secrétaire d'État chargée à l'aide aux victimes. C'était entre 2004 et 2005. Gouvernement Raffarin III de mémoire, sous la présidence bien sûr de Jacques Chirac. Et nous ferons bien entendu ici appel à vos souvenirs avec Simone Veil. Vous l'avez connue. Vous avez d'ailleurs ça en commun tous les trois. Ouais. Vous l'avez connu, vous avez parfois travaillé à ses côtés, vous l'avez interviewé. Et on va parler d'abord de cette personnalité de Simone Veil. Elle est un peu évoquée parfois dans ce documentaire. Et vous nous dites, Dominique Misica, l'expérience concentrationnaire est la matrice de sa pensée. Voilà ce que vous affirmez dans ce film. On ne comprend rien à ce qu'est, à la personnalité de Simone Veil si on ne comprend pas ça. Ah oui, pour moi, c'est le fil d'Ariane de sa vie, en fait. Simone Veil a été déportée, elle avait 16 ans et demi. Elle en revient sans sa mère, qui meurt à Bergen-Belsen, avec sa sœur Milou, qu'elle perdra en 1952. Et elle n'a plus de père, elle n'a plus de frère, elle n'a plus de foyer, elle n'a plus de ressources, elle est orpheline. C'est le drame de sa vie. Et elle a vécu l'horreur concentrationnaire. Donc, c'est un destin, comme l'a dit... La plus grande horreur concentrationnaire du siècle dernier. Absolument, elle a l'enfer d'Auschwitz, et d'ailleurs elle le dira toujours, je ne suis jamais sortie du camp d'Auschwitz. Pour elle, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a promis de raconter aussi, ce qui était essentiel à ses yeux, c'est l'humiliation, le froid, la faim, bien sûr, les mauvais traitements, mais l'humiliation, la promiscuité, le manque d'hygiène, l'avilissement. Et elle s'est promis, tout au restant de sa vie, de lutter pour que personne d'autre ne vive ce qu'elle a vécu et ce qu'ils ont tous vécu. Les déportés politiques étaient célébrés, choyés. Les déportés dits raciaux de mon genre, les juifs et les tziganes, n'entraient pas dans les cases de la France gaulo-communiste. Voilà ce que vous disait, par exemple, Simone Veil dans votre ouvrage. C'est d'autant plus intéressant que sa propre sœur était de l'autre côté. Oui. C'était une résistante, qui était célébrée, alors que les Juifs qui revenaient d'Auschwitz, on n'en parlait quasiment pas. C'était interdit d'en parler. Ils ne faisaient pas partie de ceux qui avaient combattu et qui étaient revenus. Ça a été un grand problème tout au long de sa vie. Et cette discussion, elle l'a eue avec sa sœur tout au long de leur histoire commune. Il y avait une vraie séparation. Il y avait une vraie séparation. Un antagonisme. Mais il y a des épisodes tout à fait extraordinaires. Elle part se reposer en Suisse. Ça a été un cauchemar absolument épouvantable parce qu'il y avait de la discipline, parce qu'il y avait de l'ordre, parce que d'une certaine façon, sans aucune comparaison possible, ça lui rappelait les camps, cette espèce d'ordre suisse. Mais dans une réception, alors qu'elle déposait son manteau au vestiaire, un homme qui était à ses côtés, à sa droite, lui a demandé si c'était son numéro de vestiaire qui était sur son bras. C'est ce type d'expérience qui rend quand même les choses extrêmement compliquées. Mais pour compléter Dominique, parce que ce qu'elle dit est parfaitement juste, avant même
les camps et l'expérience d'Auschwitz, Simone Veil, tous les témoins que j'ai retrouvés de son enfance, les témoins de son enfance disent que c'était une combattante dès le plus jeune âge. Son père disait, Simone, sa première réponse, c'est non. Je crois que ça caractérise absolument son caractère. Sa première réponse, c'est non. Elle commence par dire non. Elle commence par dire non. Elle l'a gardé. Mais oui. Cet antagonisme de deux mémoires, la mémoire résistante portée par sa sœur Denise Vernet, qui a grande résistante d'ailleurs, à 19 ans, engagée dans le mouvement franc-tireur, déportée à Ravensbrück avec Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle, c'est des conflits. Et c'est vrai qu'il se trouve que moi, j'ai travaillé à la fois avec Denise Vernet et avec Simone Veil. Et elles étaient en concurrence. Donc, quand je travaillais pour l'une, et que je ne sais pas, Simone Veil trouvait que je n'avançais pas, elle me disait « Oui, vous êtes occupée ailleurs ». Ben oui, j'étais occupée ailleurs parce que je travaillais sur la résistance et pas sur la Shoah à ce moment-là. Donc, il y avait cette concurrence. Et en même temps, elles étaient inséparables parce que elles étaient les seules survivantes de la famille Jacob. Mais cette blessure de l'après-guerre, elle l'a portée, mais jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. Nicole Gage, vous dites souvent, lorsqu'on parle de Simone Veil, elle a mis beaucoup de temps à parler de cette judéité. Oui, c'est cela. En fait, juive du premier jour jusqu'à la fin de sa vie, et c'est d'ailleurs, ça fait partie des propos qu'elle a tenus, en disant « Je veux que l'on prononce le Kaddish sur ma tombe, je suis juive, ma judéité est imprescriptible », mais ce sont des choses qu'elle a dites à la fin de sa vie. Parce que tous les combats que vous décrivez si bien dans ce documentaire sont des combats pour la dignité humaine, pour la défense des droits de l'homme, la défense du droit des femmes, des enfants. Mais ce judaïsme, qu'en fin de compte, elle n'avait pas, elle était agnostique, eh bien, elle l'a non pas ignoré, mais elle l'a écarté pour se consacrer à bien d'autres combats. Et je trouve ça très intéressant parce que ça lui a donné une liberté d'action, de ton, une liberté politique dont elle a usé à très très bon escient, et avec tous les hommes politiques d'ailleurs qu'elle a rencontrés et qu'elle a convaincus, au premier rang desquels Jacques Chirac. Moi je voudrais écarter un point, et on en a souvent discuté, et elle me l'a souvent expliqué dans le détail, cette fable selon laquelle les déportés de retour ne voulaient pas parler. Quand on lui disait ça, elle devenait hystérique. Oui. Selon elle, oui. On leur interdisait la parole, c'est le contraire. Il était interdit à table de raconter ce qui s'était passé dans les camps. Donc c'est une inversion des choses. Selon elle, ce ne sont pas les déportés qui ne voulaient pas parler, c'est la société tout entière qui les empêchait de parler. Et ça, c'est un point absolument capital. Absolument. Et là, nous parlions de judaïsme, ce qui n'a strictement rien à voir. Son identité juive, voilà. Je pense qu'elle l'a toujours eue, qu'elle l'a toujours gardée, qu'elle n'en a pas forcément fait état, encore que elle a été présente à toutes les cérémonies, mais de manière discrète, parce que Simone Veil, contrairement à ce qu'on pense, ou ce qu'on peut penser, c'est qu'elle a toujours été extrêmement présente, mais parfois très discrète. Sa présence auprès de ses camarades de déportation ne date pas des dernières années où on la voit avec Marceline Loridan, Ginette Kolinka ou autre. Elle a Paul Schaeffer. Et Paul Schaeffer, qu'elle a tellement aimé. Il était beau. Je crois fondamentalement qu'elle avait cet attachement à son identité juive, que pour elle, c'était quelque chose qui était intérieur, qui était intime, mais c'est la société qui ne le lui reconnaissait pas, puisque quand elle est nommée par Giscard d'Estaing, ministre de la Santé, il dit Madame Simone Veil déportée à Ravensbrück. C'est qu'à l'époque, on ne différencie pas la déportation résistante de la déportation juive. Il y a un point essentiel, c'est que Simone Veil, qui, au fil des années, est devenue une grande bourgeoise célèbre dans tout Paris, qui sortait tous les soirs, 7 jours sur 7, 365 jours par an, Simone Veil, elle reconnaissait
que les seuls moments, ça rejoint ce que dit Dominique, les seuls moments de sa vie où elle était bien, c'est quand elle était avec ses amis déportés. C'était le seul moment, malgré toute la gloire, malgré les cocktails, les dîners, les beaux hôtels, les avions, le pouvoir, etc. Les seuls moments, disait-elle, où je suis bien, c'est avec mes amis déportés. Et ça aussi, c'est un point absolument fondamental. On va écouter Bertrand Fragonard, qui a été son directeur adjoint au cabinet du temps où elle était ministre de la Santé sous Giscard d'Estaing. Non, elle n'est pas autoritaire. Elle était drôle. Elle aimait rire, elle aimait se moquer des gens. Pas du tout l'image publique qu'elle avait, qui était très raisonnable, un peu compassée, avec un vestiaire très, très, très convenu. Mais on ne peut pas sortir, il n'y a aucun problème réglé. Aucun problème financier, aucun problème des adéquations. Il lui faut 1 an de gestation encore à ce projet. C'est pas vrai qu'il est réglé, rien n'est réglé. Alors son père disait effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, elle commence toujours par dire non. Nicole Gage, vous avez eu l'occasion de travailler, de la côtoyer. Ce fameux caractère de Simone Veil, qui apparaît finalement assez peu dans ce documentaire, mais enfin dans ce que dit son ancien directeur adjoint, on comprend que ce n'était pas tous les jours facile. Elle n'était pas si facile que ça à vivre. Hein. Moi je trouvais ça très séduisant en fait. Ouais. Très séduisant, parce que c'était une très belle femme, chacun le sait, mais elle avait aussi cette beauté intérieure qu'elle était capable d'exprimer, et avec aussi une forme de résistance à tout ce qui pouvait l'entourer, de ce monde politique, de ce monde d'hommes, etc. Et donc, oui, en effet, elle était consciente de ce qu'elle avait, par sa résistance, une forme de pouvoir. Et elle en usait. Et elle en usait. C'est ça qui est très intéressant. Hein, parce qu'elle évolue, évidemment, surtout dans un monde d'hommes. Surtout dans un monde d'hommes. Mais enfin, globalement, elle a voulu, je crois, utiliser cette force de caractère qu'elle avait au service de ses causes. Et elle en a, du coup, gagné beaucoup grâce à cela. Et moi, j'ai un souvenir assez intéressant, parce qu'on dit qu'elle a été... Parce que c'était une femme qu'elle a réussi, qui plus est, à gagner ses causes. Non, je crois que c'était elle. C'était la femme qu'elle était. Et je me souviens que son directeur de cabinet adjoint disait qu'elle était drôle. Lorsque j'ai été nommée à cette mission gouvernementale... D'abord au programme immobilier de la justice, puis au droit des victimes. Les deux sujets qui l'intéressaient beaucoup, elle s'est beaucoup intéressée aux prisons, et vous le dites dans ce documentaire. C'est sa carrière de magistrate, oui. Et elle était intriguée de savoir pourquoi et comment Nicole Gage, qu'elle ne connaissait pas, avait été choisie par Jacques Chirac pour s'occuper de ces sujets qui lui tenaient à cœur. Et elle a envie de savoir comment j'allais les traiter. Et elle m'a donc demandé de l'inviter à déjeuner à mon ministère. J'avais un petit secrétariat d'État, pas de cuisine, tout était modeste, mais ça lui était égal. Elle voulait en savoir un peu plus. Elle voulait presque un peu en découdre, avec une petite pointe d'humour. Maurice Safran, cette personnalité si particulière de Simone Veil, on l'a dit parfois cassante. Son entourage l'a dit parfois cassante. Dans mes rapports avec moi, comment vous qualifieriez ce caractère, ce fameux caractère de Simone Veil qu'on évoque souvent? Donc c'est une vieille histoire. Moi, j'étais tout jeune, j'avais 23 ans, j'étais toujours journaliste. On m'a demandé d'aller recueillir sa réponse à l'interview dans l'Express de Louis Darquier de Pellepoix, ancien commissaire aux affaires juives, qui avait dit dans l'Express, à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un journaliste de 23 ans qui, le samedi matin, va place Vauban, dans l'immeuble et dans l'appartement de Simone, recueillir ses propos. Et je suis rentré dans son salon, que vous connaissez sans doute, et j'ai vu une statue dans un fauteuil, totalement bouleversée par la déclaration de Louis Darquier de Pellepoix, qui avait fait la une de l'Express, dont on parlait, etc. Donc j'ai jamais connu quelqu'un de dur. Mais il faut bien comprendre qu'il y a bien sûr la trace de la déportation, la trace d'Auschwitz, mais le second point, qui est quasiment sur la même ligne, c'est le combat pour les femmes. Il faut bien comprendre que Simone Veil c'est d'abord une féministe, une véritable féministe. Quand
au ministère de la Justice, elle rencontre Marie-France Garot, qui est aussi une jeune magistrate beaucoup plus à droite qu'elle, et elles deviennent amies intimes parce qu'elles se battent pour les prisonnières algériennes qui sont maltraitées. Elles ne se battent pas pour les prisonniers algériens, elles se battent pour les prisonnières. Et cet aspect-là est absolument fondamental. Simone Veil, elle est féministe. Avant d'être de droite, avant d'être du centre, avant d'être d'ailleurs, elle est féministe. Alors, et c'est le combat fondamental. Pour étayer ce que vous venez de dire, on va revoir un deuxième extrait du documentaire à propos du droit des femmes, justement. Et nous sommes au milieu des années 60. Est-ce que vous pensez que votre mari pourrait s'opposer à ce que vous travaillez? Je ne pense pas, non. Et vous pensez qu'il y a longtemps qu'il ne peut pas s'y opposer, ou que en fait, ça a toujours été comme ça, que les femmes qui veulent travailler, elles je pense que c'est le droit de la femme. La femme est libre maintenant de choisir si elle doit travailler ou pas travailler. C'est maintenant. Maintenant, oui, c'est assez récent quand même. Cette loi de 1965 a donné à la femme des pouvoirs très considérables sur les biens de la communauté, a obligé le mari à tenir compte de la vie de sa femme pour tous les actes importants, de l'associer réellement sur le plan de la gestion du patrimoine à sa propre gestion. J'imagine que vous rejoignez complètement ce qu'elle dit. Juste un point, un tout petit point. C'est un extrait génial, parce que Simone Veil, elle se souviendra jusqu'à son dernier jour que son père a interdit à sa mère de faire des études et de travailler, et que son mari, qu'elle a accepté que son mari lui interdise d'être avocate. Elle voulait être avocate, et la concession qu'Antoine Veil lui a fait, c'est qu'il a accepté qu'elle devienne magistrate. Donc cet extrait, c'est toute la vie de Simone Veil en réalité. Avec cette fameuse loi de 65. La Simone Veil féministe, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je dirais qu'elle n'est pas tout à fait féministe. Elle est solidaire des femmes, ce qui est autre chose. Et non, parce que justement, avec les militantes féministes du MLF ou du MLAC qu'elle a connues, qu'elle a côtoyées, elle n'avait pas la même approche de la cause des femmes. Elle était évidemment pour l'émancipation des femmes, l'égalité civile, tout ce que le droit pouvait leur apporter. Mais ce n'était pas au nom d'une idéologie, d'un combat politique. C'était au nom du droit et de l'égalité que le droit devait apporter à toutes les femmes. Et elle l'a toujours dit, quand elle présente sa loi sur l'avortement, elle dit, ce n'est pas dans le cadre de l'idée que les femmes doivent pouvoir disposer du corps, de leur corps. Non, c'est une question de santé publique. Simone Veil, c'est une juriste. C'est de la politique, Dominique, ça. Elle est juriste. C'est de la politique, c'est la seule façon de faire passer la loi. Mais c'est parce qu'elle est une juriste. Pour elle, le droit représente tout ce qui peut apporter, améliorer. Mais bien sûr que ça favorise la condition des femmes, bien sûr. Moi, je voudrais revenir sur une chose, sur sa personnalité. Elle était en fait d'une très grande exigence vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de ceux ou de celles avec qui elle travaillait. Donc, lui dire que ça n'était pas possible, lui dire qu'on n'avait pas fini ce qu'elle avait demandé, lui dire que le courrier était en souffrance, lui dire que ce que vous lui disiez était approximatif. Il n'y avait rien qui la mettait plus en rogne que ça. Mais par ailleurs, elle avait cette solidarité, en particulier avec les femmes, pour les soutenir, pour les écouter, pour comprendre leurs problèmes, pour être concrète. Et c'est vrai qu'elle aimait pas... Vous avez choisi le manifeste sur la parité qu'elle a signé avec des femmes de gauche. Oui, c'est exactement ça. Alors on a entendu Frédéric Bredin dans ce documentaire, mais il y avait notamment Yvette Roudy, qui a été une grande figure du mitterrandisme du côté féministe. Avec laquelle elle s'est alliée quand elle était présidente du Parlement européen pour améliorer le droit européen des femmes. Donc c'est quand même cette défense de la cause des femmes, oui. Féministe, elle s'en défendait, elle n'aimait pas qu'on dise qu'elle était féministe. Mais c'est vrai que... pour une raison assez simple, c'est que souvent, les féministes ne pensent qu'à ça. Oui. Alors que Simone ne pensait pas qu'à ça, ne pensait pas qu'aux femmes et aux droits des femmes. C'est aux enfants aussi. Les enfants, mais globalement, les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Et en ce sens-là, elle arrivait à tout superviser. Et c'est comme ça qu'elle a gagné tous ses combats. C'est parce qu'elle ne s'est pas spécialisée. Elle a voulu, dans un élan d'universalisme, elle voulait défendre les droits, et les droits de tous. Dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances.
on a bien vu la question du Rwanda, la question de l'adoption, tout y est passé, la question des prisons, tout y est passé. Et c'est en cela que cette femme a eu à la fois une destinée incroyable, hors norme, et c'est en cela, je crois, qu'elle a su nouer avec les plus grands de ce monde des liens d'amitié, d'affection, je pense notamment à Jacques Chirac, d'amitié, d'affection, d'admiration, de fascination, parce que c'est précisément ce qu'elle suggérait et c'est précisément ce que tout le monde a apprécié venant d'elle. Tout cela faisait Madame Simone Veil. C'était une femme de droite. Oui. C'est une femme de droite. Qui a côtoyé une famille politique et des collègues dans cette famille politique elle a rencontré qui n'étaient pas forcément en faveur de ces idées-là, tout de même. Antoine Veil, tout de suite après la guerre, Antoine Veil faisait de la politique chez les démocrates chrétiens. Elle est rentrée chez les démocrates chrétiens. Jusqu'au centrisme, jusqu'au bout, c'est la même famille politique, c'est une famille de droite. Elle était d'un anticommunisme féroce, donc c'était tout à fait... Mais sur les questions des libertés publiques, des progrès du droit des femmes, des enfants, etc., ses alliés étaient le plus souvent à gauche. C'est ça la réalité, c'est comme ça, c'est la vie politique. Cette loi sur l'interruption volontaire de grossesse ne passe que parce qu'il y a la gauche. Absolument. Donc, et elle le savait parfaitement. Et qu'elle sait les convaincre. Absolument. Elle parle sur ces sujets, elle parle plus comme la gauche que comme une certaine droite. Voilà, c'est comme ça. Elle est face au cacique gaulliste, notamment en 1974. Le lien avec Jacques Chirac, le lien étroitissime avec Jacques Chirac, se noue le soir du débat sur l'interruption volontaire de grossesse, où il la soutient au banc du gouvernement toute la nuit. Je crois que c'est impressionnant de voir à quel point elle a bossé. Elle a travaillé inlassablement. C'est vrai qu'elle a épuisé des collaborateurs et des collaboratrices parce qu'elle voulait toujours aller au fond des choses, qu'elle voulait écouter, prendre du temps. Elle était capable d'écouter, de passer une après-midi, 2 heures avec une famille, comme on le voit, avec une famille qui cherche à adopter. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Au moment du réveillon de Noël, au ministère de la Santé, elle est allée interroger de l'huissier, la secrétaire, la femme de ménage, le haut fonctionnaire, son directeur, etc. Comment allez-vous réveillonner ? C'était ça sa question. Et tout le monde lui a répondu en famille. Donc, ça l'a confortée dans l'idée que on aime la famille, que les femmes, en particulier, le foyer, eh bien, c'est quelque chose, ce qu'elle avait perdu, au fond, était essentiel à ses yeux. Et qu'il fallait permettre à tous et à toutes de bénéficier de tout ce que le progrès social permettait. Donc, elle a d'ailleurs beaucoup aimé sa propre vie de famille. Oui. Elle attachait un prix très important. C'était une priorité. Sa famille, ses enfants, et ses 3 enfants. petits-enfants, ces moments qu'ils ont partagés, pour elle, c'était ce qui valait le plus. Elle a une écoute, elle a une très grande capacité d'écoute, et c'est ça qui fait, à mon avis, sa force auprès de gens très différents. D'ailleurs, quand à la fin du film, on montre tous les courriers, toutes les lettres qu'elle a reçues, et chaque fois que moi, je fais des conférences, signer mes livres dans les salons, etc., chacun se souvient de l'avoir rencontrée, d'avoir parlé avec elle. Les infirmières, par exemple, qui lui doivent tant, puisqu'elle a modifié et amélioré le statut. Très bien vu, d'ailleurs, dans votre film. Ouais. Et ben, ne serait-ce que les infirmières, elles ont encore la prime Veil. C'est quand même une victoire qu'elles ont obtenue. Leur statut, les statuts des assistantes maternelles, toutes ces femmes qui lui doivent beaucoup. Et nous-mêmes, nous tous et toutes, on lui doit beaucoup sans le savoir. Vous évoquiez ce lien si particulier avec Jacques Chirac. Ça a été le président de la République avec lequel elle se sera sentie le plus en phase qu'avec Valéry Giscard d'Estaing. Ah oui. Ah oui, il était beaucoup plus proche de Jacques Chirac que Valéry Giscard d'Estaing. C'est Jacques Chirac qui demande à Valéry Giscard d'Estaing qu'elle devienne ministre de la Santé. Ça se passe dans ce sens-là. Alors c'est intéressant parce que idéologiquement et sur le plan politique, elle est plus proche de Giscard
que de Chirac. C'est pour ça que on peut s'interroger, pour ceux qui ne la connaissent pas. Non, sur le plan personnel, ils sont intimes. Donc, et effectivement, il y a cette nuit absolument fondatrice où elle est traînée dans la boue par une partie de l'Assemblée nationale. N'oubliez pas qu'un député de droite, dont je ne me souviens plus du nom, monte à la tribune de l'Assemblée nationale en expliquant qu'elle est comme les tueurs d'Auschwitz. C'est quand même d'une violence absolument incroyable, et elle est soutenue par Chirac. Chirac ne lui en voudra pas d'avoir fait partie de ce fameux gouvernement Balladur, et c'est la deuxième passage de Simone Veil au ministère de la Santé. Je ne sais plus dans quel gouvernement Balladur. Non, je crois que Chirac soutient le gouvernement Balladur à ce moment-là. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle est dans ce gouvernement ministre des Affaires sociales, de la Santé. Elle a demandé d'avoir la ville. Et c'est vrai elle l'a dit, c'est sa propre expérience, elle est un peu en dissonance avec ce gouvernement, parce qu'elle n'est pas vraiment sur la même ligne, mais en même temps, elle veut agir. C'est quelqu'un de pragmatique. Donc, puisqu'on lui donne les moyens d'agir en étant ministre, alors elle y va. C'est la période où elle a demandé à s'occuper de la ville, où elle va aller dans les quartiers nord de Marseille, toujours en tailleur Chanel et ses boucles d'oreilles bien dorées, à la rencontre des femmes immigrées, créer des associations, puisqu'elle est persuadée que c'est par les femmes immigrées que les problèmes des banlieues vont se résoudre. C'est à un moment donné où c'est quand même Charles Pasqua qui est au gouvernement et qui est pour le tout répressif. Et c'est ce qu'on a bien compris aussi dans votre film. Dernier extrait, c'est son engagement européen, l'engagement européen de Simone Veil. Je ne veux pas réentendre ce que j'ai entendu en 1905, il y a 50 ans. De dire que la première chose, la seule priorité, c'était d'arrêter la guerre. Et que pendant ce temps-là, les gens pouvaient être dans des camps de concentration et être exterminés. Je ne veux pas le réentendre. Il y a un lien qui s'impose à sa mémoire dans tous les sens du terme, et qui fait qu'on sent que c'est pas calculé, que c'est pas joué, puis que c'est plus fort qu'elle, qu'elle explose véritablement. Nous sommes en 1992, pleine guerre en ex-Yougoslavie, avec ce coup de gueule qui nous est relaté dans cet extrait. En 1979, ça sera évidemment la première femme à être élue au suffrage universel à la tête du Parlement européen. Elle sera réélue par 2 fois pour la suite. Ça n'a pas été dit dans le documentaire, mais enfin, c'est une assez longue carrière au Parlement européen. Il y a un point fondamental qui explique la suite et qui se termine par la présidence du Parlement européen, c'est que dès la fin des années 40, début des années 50, elle est favorable à la réconciliation avec l'Allemagne. C'est l'anti-Jankélévitch, de façon très consciente, de façon très construite, très historique, très politique. Elle explique qu'il n'y a absolument pas le choix, que la France et l'Allemagne doivent être au cœur de la construction européenne et qu'il faut se réconcilier. Pour quelqu'un qui est sorti d'Auschwitz, c'est loin d'être évident. On se souvient de la fameuse phrase « J'aime l'Allemagne encore plus quand il y en a 2 ». C'était pas du tout son point de vue. Et elle a cette vista sur le plan historique et sur le plan politique très étonnante quand même. Oui. En 1950, en 1950, son mari est détaché, prépare l'ENA est détaché en Allemagne, et elle va aller s'installer avec ses enfants à Stuttgart et à Wiesbaden. C'est à la stupéfaction de ses sœurs et de ses proches. C'est quand même assez audacieux. Puis vous rappelez aussi ce qu'a dit sa mère, ce que lui a dit sa mère. Les nazis sont des ennemis, mais le peuple allemand n'est pas notre ennemi. Oui, mais enfin, il faut cette force d'âme pour supporter et envisager de serrer la main. Et là aussi, elle ira jusqu'au bout de cet engagement. Absolument. Et là, c'est un point... Avec cette présidence du Parlement européen. En arrière, parce que vous citez sa mère, mais il faut bien avoir en tête que la femme de la vie de Simone Veil, c'est sa mère. C'est le centre, le cœur de sa construction, tout au long de sa vie, reste et restera jusqu'au dernier jour sa mère. C'est d'une importance absolument considérable. Et elle en voudra toujours à son père, selon elle, de n'avoir pas bien traité sa mère, parce qu'elle lui a interdit de faire des études. Mais c'est le cœur de sa vie, sa mère. Ça, c'est un point fondamental.
Nicole Gage, l'engagement européen de Simone Veil, il vous a parlé, il vous a inspiré. Oui, bien sûr. C'est dans la logique de tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Mais absolument. Et ça ramène à sa relation avec Jacques Chirac, dont on a pu dire l'admiration qu'il avait pour elle, cette affection démesurée qu'il avait pour elle. Mais c'était pour toutes ces raisons-là. Et notamment, ils avaient en partage cette question de l'Europe. Ils en avaient bien d'autres d'ailleurs. Nous n'avons pas évoqué le sujet des Justes, qu'ils ont fait ensemble entrer au Panthéon. Ces Français et d'autres, Allemands aussi, qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre, tout cela, pour elle et pour eux deux. C'était cet engagement européen qu'ils voulaient transcender, qu'ils auraient tellement voulu communiquer, partager avec des Français qui n'ont pas toujours bien compris, d'ailleurs. C'est une fédéraliste assumée sur le plan européen. Là-dessus, Chirac l'appelait Poussinette, quand même. Ouais. Simone Veil est décédée à l'âge de 89 ans, en 2017. Un an plus tard seulement, et là je m'adresse à l'historienne, elle est panthéonisée. Et d'ailleurs, son mari l'accompagnera au Panthéon. De mémoire d'historienne, c'est la personne qui a été panthéonisée le plus rapidement après sa mort. Oui, mais extrêmement court. C'est court, mais je crois que cette histoire des panthéonisations, c'est une histoire qui est toujours compliquée parce que ça dépend du pouvoir politique, du moment, etc. Enfin, c'est tout de même la formidable reconnaissance républicaine dans notre pays. Ce que je remarquerai, c'est qu'il a fallu attendre 2015 pour que Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle entrent au Panthéon. Oui. Ce qui est quand même, faisait quand même que 5 femmes au Panthéon. Donc moi, je placerais plutôt la question de ce côté-là, c'est que c'est compliqué pour les femmes d'entrer au Panthéon. Enfin, Germaine Tillon, pardonnez-moi, n'a pas été panthéonisée un an après son décès. Vous voyez ce que je veux dire, je me suis demandé, je me suis posé la question. Je crois que c'était dans un élan. Je crois que ce délai très court, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était aussi une volonté du président de la République. Et puis c'était un élan. D'ailleurs, si à ce moment-là, il y a eu des t-shirts partout, merci Simone, c'est parce que sa mort a frappé la société française, parce qu'on a réalisé à quel point elle avait aider les Français et les Françaises, et que donc c'était un élan populaire, et que le président de la République a joué de cet élan populaire. Je crois qu'il n'y a ni calcul, ni rapidité, c'est simplement que c'est un moment d'émotion, sa disparition est un véritable moment d'émotion dans toutes les couches de la société française, et c'est assez rare quand même de réussir à rassembler et à réunir sur son nom. Et ce merci Simone, comme le dit aussi la rescapée rwandaise, oui, il y a eu des millions de Français qui lui ont dit merci. Voilà, donc elle avait sa place au Panthéon. Un grand merci à vous, Dominique Bisca, pour ce film que nous avons vu enfant, pour ces engagements moins connus de Simone Veil qu'on a redécouvert grâce à votre film. Un grand merci à vous deux également d'avoir participé à cette émission Débat Doc aujourd'hui pour parler de Simone Veil. Vos réactions, ça sera sur #Débat Doc, bien entendu. Et vous serez là, j'espère, pour réagir à ce que seront ces réactions. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellet, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Et je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain Débat Doc. Même place, même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.